Ce programme vous est proposé par Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Je suis Afrique, terre de tous les hommes. Je suis toi, moi, lui, l'autre, fier d'entreprendre, de réunir, de réussir. Je suis Afrique. Mélange de vie, de langue, de couleurs, de parfums, de goût fort. Je suis libre, créatrice inspirée, sensuelle et vibrante. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castel Beer, le goût de la réussite. Travail, endurance et persévérance. Telles sont les trois valeurs que nous vous invitons à développer ce mois à travers votre émission Carrière. Grâce au portrait inspirant d'une personnalité unique que nous découvrirons en Success Story, mais également à l'ambition débordante d'une jeune Camerounaise qui transcende toutes les difficultés de la vie, et aux conseils et astuces de notre coach en développement personnel, Carrière vous prouvera que ces trois valeurs sont des gages importants pour la réussite d'une carrière professionnelle. Pour cette édition du mois de septembre 2023, je suis très heureux de vous retrouver pour partager avec vous ces moments privilégiés. Retrouvons-nous donc dans quelques instants, juste pour vous, le temps de découvrir le sommaire. Au sommaire du magazine Carrière, dans la rubrique Entreprendre, Sandrine Josiane Nana présente l'association Redov depuis Baganté, dans le département d'Undé, à l'ouest du Cameroun. Dans la rubrique Success Story, découvrez le parcours inspirant du professeur David Tchofa, enseignant titulaire d'université en informatique à l'université de Paris 8. Enfin, dans le coaching du mois, Roland Kwemen nous dit comment passer de la performance à l'excellence. Le plus grand échec, c'est de ne pas avoir le courage d'essayer. Cette citation de l'abbé Pierre résume à elle seule parfaitement le courage et surtout l'ambition débordante de celle que je vous invite à découvrir dans la rubrique Entreprendre. Sandrine Josiane Nana est une jeune Camerounaise qui a su transcender toutes les difficultés liées à son handicap et qui aujourd'hui propose des solutions d'intégration et d'autonomisation pour les personnes en situation de vulnérabilité. Nous sommes allés la rencontrer à Baganté, dans le département d'Undé, région de l'Ouest. Sandrine Josiane Nana et son association Redov sont à découvrir dans la rubrique Entreprendre. Bonsoir, je m'appelle Nana Sandrine Josiane, promotrice de l'association Redov qui veut dire redonner la vie. Bienvenue à l'équipe Carrière à Baganté, précisément au quartier Ngamfoni. L'association Redov est une association à but non lucratif qui milite pour l'épanouissement et l'autonomie financière de la personne handicapée. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'au Cameroun, beaucoup de personnes handicapées n'avaient pas de travail, n'arrivaient pas à s'autofinancer, n'arrivaient pas à avoir d'emploi et n'arrivaient même pas à subvenir à leurs besoins. Donc nous avons décidé de mettre cette association sur pied, appelée Redov, qui veut dire redonner la vie. Étant une personne handicapée, née d'une malformation congénitale appelée spina bifida, la vie pour moi n'a pas été facile. Ça fait que j'ai fait mes études difficilement, j'ai mené une vie difficile. Les parents ont toujours pris soin de moi un peu difficilement parce qu'ils n'ont pas été accompagnés par les pouvoirs publics. Et ayant la chance d'avoir des parents qui ont toujours soutenu tout ce que je fais,
Je me suis rendu compte que d'autres n'avaient pas cette opportunité que moi. Je me suis dit comment faire donc pour améliorer leur vie. Et regardant beaucoup des émissions à caractère social comme Regard Social, Urgence, m'est venue comme ça en soi l'idée de faire quelque chose pour aider la personne handicapée à pouvoir rester autonome, bien qu'étant handicapée, parce qu'il y a beaucoup de personnes handicapées qui ont encore de la matière grise qui n'est pas exploitée. Au départ, j'avais aucune idée de ce que c'est que créer une association. J'ai eu à me renseigner et à demander comment les choses se passent. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai rédigé les statuts, le règlement intérieur. Et bam, je suis arrivée à la préfecture et finalement, j'ai eu l'autorisation. Redov, concrètement, forme les personnes handicapées dans divers domaines. Redov aide les personnes handicapées qui ont des projets à rédiger leurs projets, à faire leur business plan et nous assurons également le suivi. Nous arrangeons à ce que tous ceux qui nous soumettent leurs idées, on les accompagne au quotidien pour qu'ils puissent matérialiser leurs idées, qu'ils puissent matérialiser leurs projets et jouir de leur talent. Nous produisons des croquettes, nous produisons des bouillons en cubes, nous mettons sur le marché des produits qui vont permettre à la personne handicapée d'être financièrement autonome. Parce que notre projet, notre vision, c'est de mettre sur pied une entreprise associative qui permettra réellement à la personne handicapée de travailler, d'être rémunérée, de préparer sa vie et pourquoi pas sa retraite. Voici quelques-unes des réalisations de l'association Redov. Ici, il s'agit d'un bouillon en cube fait à base des épices de cuisine pour mariner les repas, pour assaisonner les repas des dames. Là, nous avons des croquettes aux saveurs de citronnelle et d'orange. Et aussi, là, nous avons des croquettes en petit format pour les plus petits, pour les enfants. Actuellement, nous avons besoin du matériel, du moins du matériel adéquat pour pouvoir produire davantage des croquettes, des marinades, afin de mettre sur le marché des produits et permettre à ces personnes handicapées d'être autonomes, comme nous avons dit. Nous avons besoin également, pourquoi pas, de matériel roulant qui pourra nous permettre d'aller jusqu'au bas-fond, voir des personnes handicapées qui sont notre cible principale, parce que nous voulons également que les personnes qui sont dans des lieux retirés puissent faire valoir leur talent. Nous avons organisé 3 à 4 formations par là et nous avons organisé ces formations au niveau de la mairie de Banganté qui nous a gracieusement offert la salle et nous avons en moyenne 15-20 personnes qui y participent. Notre ambition, c'est de permettre à la personne handicapée de travailler, d'être autonome et d'être épanouie. Parce que lorsqu'une personne handicapée est épanouie, même la société se sent aussi épanouie. Lorsqu'on a un frère qui ne demande plus 10 francs, qui ne demande plus 25, qui ne demande plus de l'aumône, je pense que dans sa tête, on est beaucoup plus épanoui. Les difficultés que nous avons rencontrées, c'est au niveau des déplacements, parce que nous n'avons pas encore de financement jusqu'ici. Aller vers la cible, qui est souvent dans des lieux très éloignés, n'a pas toujours été évident pour nous. Et notre cible, véritablement, c'est des personnes handicapées qui sont dans des lieux retirés. Parce que même là-bas, il y a de la matière grise, il y a des handicapés qui ont des projets, qui ont des ambitions et qui veulent se réaliser. Nous avons les difficultés au niveau du financement pour pouvoir financer même les formations. Parce que jusqu'ici, nous fonctionnons avec nos propres moyens, ce qui n'est pas du tout facile. Nous attendons de la société tout entière, de l'assistanat. Nous attendons des pouvoirs publics qu'elles puissent nous soutenir, qu'elles puissent nous aider à pouvoir aider les personnes handicapées à avancer et à être épanouies. Nous attendons du soutien des associations, des ONG. Nous attendons du financement des mairies. Nous attendons également que la mairie nous accompagne, qu'elle nous soutienne et qu'elle prenne aussi acte de ce que nous faisons en termes de suivi afin de nous accompagner dans tout ce que nous faisons au quotidien. Nous attendons des banques un peu plus de financement afin de pouvoir aider ces personnes handicapées. Nous attendons des élus du peuple qu'ils puissent voter des lois qui favorisent la vie et qui facilitent la vie d'une personne handicapée. Parce que jusqu'ici, bien qu'on ait la volonté de vouloir s'épanouir, la personne handicapée n'a toujours pas accès à des édifices publics. La personne handicapée n'est pas toujours bien prise en charge dans les hôpitaux. La personne handicapée n'a pas toujours les moyens qu'il faut pour se soigner, pour se nourrir comme cela se doit. Nous attendons de nos élus vraiment qu'ils prennent le problème à bras le corps et qu'ils votent des lois qui puissent permettre à la personne handicapée d'être beaucoup plus épanouie, d'être beaucoup plus heureux et se dire qu'il est Camerounais et être fier d'être Camerounais. Ce que je voudrais dire à la jeune fille handicapée, c'est que le handicap n'est pas une fatalité.
Le handicap, en fait, c'est une opportunité parce que lorsqu'on sait utiliser son handicap, on peut réaliser de très bonnes et de très belles choses. Je voudrais dire à la jeune fille handicapée, tout n'est pas fini. Il est temps que tu te lèves, il est temps que tu matérialises tes projets, il est temps que tu rêves grand. Car, comme quelqu'un l'a dit, on ne paye pas les factures pour rêver. La personne handicapée est une personne comme les autres. Elle a juste été privée d'un membre, des yeux, de la tête, du pied, je ne sais pas trop quoi. Mais en termes de potentiel, nous avons une âme, nous avons un cœur, nous avons des émotions, nous avons des pulsions. Et comme toute personne, nous avons des talents à exprimer. I am Africa, land of all mankind. I am you, me, him, them. Proud to create, to unite, to succeed. I am Africa. a mixture of life, languages, colors, flavors. I am free, inspired creator, sensual and vibrant. I am Africa of new success stories. Castle Beer, the taste of success. Je vous propose à présent d'aller à la rencontre de celui que nous avons l'honneur de recevoir en Success Story du magazine Carrière. Il s'agit d'un Camerounais qui est parti de Pendja dans le département du Mungo où il a passé quasiment toute son enfance pour se hisser au sommet de l'un des domaines les plus complexes aujourd'hui dans le monde, l'informatique. Son nom, le professeur David Tchofa, un digne fils du Cameroun qui aujourd'hui enseigne à l'université de Paris 8, mais qui précédemment a été ingénieur du côté de Renault SA, toujours en France. Son portrait, son parcours, les difficultés auxquelles il a dû faire face pour y arriver sont à découvrir dans ce portrait inédit que signe pour nous Jean-Paul Tchandou et Hilaire Sopi du côté de Paris avec Alain Gobert-Quam au montage. Plus qu'un portrait, voici un véritable voyage à travers les continents. Une trajectoire comme une pièce de théâtre en 3 actes. Un voyage riche en rebondissements et en émotions entre Pendja et Paris en France. Le parcours atypique d'un fils du continent qui a atteint les sommets de l'intelligentsia mondiale dans le domaine de l'informatique. L'histoire captivante d'un Camerounais plein de ressources qui a su braver les difficultés les plus folles pour réaliser son rêve et même au-delà. Voici donc le portrait du professeur David Tchofa, un homme calme, avenant, humain, un intellectuel de très haut vol, une tête bien faite qui fait honneur au Cameroun, un fils de Pendja déterminé à réussir dans la vie. David Tchofa est ce jeune homme qui est né il y a quelques bonnes années en Afrique et plus précisément au Cameroun, dans la ville de Yabassi, dans un camp littoral, et parcours scolaire primaire dans la région du Mungo, et secondaire un peu partout au Cameroun, Douala et entre autres, et après l'université, la partie universitaire, donc il s'est enchaîné en France. De prime abord, son nom ne vous dira pas grand-chose. Et pour cause, c'est un homme qui s'est construit loin du faste et des regards des caméras. Une discrétion et un calme qui ont fait la force de ce Camerounais qui s'est imposé dans le domaine de l'enseignement de l'informatique au pays de Molière. Un parcours que peu auraient pu prédire. C'est même ce qui fait sa particularité. Parce qu'il faut reconnaître qu'au départ, c'était pas ça n'a pas été un long feu tranquille, son parcours scolaire, davantage au secondaire. Mais arrivé aujourd'hui au rang, au grade qu'il a atteint, vous comprenez qu'il y a une mutation fondamentale. C'est vraiment un modèle de battant, un modèle de persévérance. Je dis bien persévérance. Parce que David, professeur aujourd'hui,
pour ceux qui le connaissent, ce n'était pas très évident. Penja, dans le département du Mungo, région du littoral au Cameroun. Une localité rendue célèbre par son poivre qui a obtenu il y a quelques années l'IGP, l'indication géographique protégée. C'est ici que commence la vie de David Tchofa, du moins son enfance. Les parents ont beaucoup apporté, avec ma maman qui était donc plus arcée, qui était plus mobile, arcée autour donc de la vente des produits tels que les produits de mer, et qui avait donc chaque fois à aller au niveau du port de Douala pour pouvoir recueillir des caisses de poissons, et à un moment donné donc c'était plutôt passé au niveau des conteneurs et aller donc les revendre dans toutes les régions partant du littoral donc Bonabéry jusqu'au Mungo et qui allait jusqu'à Loum, Konsamba. Et donc naturellement cet aller-retour qu'elle a souvent fait, elle me prenait avec elle, faisait tout cet aller-retour souvent avant de s'installer à un moment donné donc par la suite dans la région donc, du Mungo, plus précisément à Peña. Et j'ai donc pu bénéficier de ces déplacements multiples pour pouvoir m'acculturer un peu plus par rapport au Cameroun, donc plus précisément la région du Mungo donc, qui m'a ici bercé, m'a donc permis ici donc, de connaître certaines choses telles que effectivement ma jeune enfance avec les gens de Yabassi, donc d'une camp qui était un peu plus passé du littoral pour là-bas, donc ce qui est toujours région du littoral bien sûr. On y vivait donc un peu, il y avait une bonne communauté. On a donc pu, effectivement, à partir de là, j'ai donc appris beaucoup de choses dans ma petite enfance, qui est donc l'écuménisme, donc le problème religieux, où j'étais effectivement à l'église Saint-Luc de Peña, où j'étais enfant de cœur. À un moment, c'est une personne qui m'est trop chère. J'ai vraiment tout appris d'elle, il faut le dire. Et nous avons toujours été fusionnels en tout cas. Et c'est ainsi que, naturellement, comme il fallait bien qu'à un moment donné, effectivement, le sort décide de ce que voilà, le destin a écrit. Elle a fini par nous quitter ces jours-ci, mais je sais qu'elle est toujours présente puisque ses conseils résonnent encore dans mon esprit, dans ma tête, comme si elle était là. Une enfance pour le moins mouvementée, car entre les voyages constants de sa maman et les jeux d'enfance, David reçoit une éducation stricte où la probité morale et le travail font partie des valeurs cardinales. Quand on dit mon père, je vois plutôt quelqu'un de charismatique. De son petit nom, qui est resté d'ailleurs son nom tout le temps, c'est lui, il s'appelle certes Bandje Jean, il s'appelle Jean Bandje, mais on l'appelait toujours Bon Blanc. Lui, il disait toujours, je suis fier. Soyez fiers, mes enfants. Que vous ayez de l'argent ou pas, soyez toujours fiers. Ça, c'était le maître mot. Et puis, il fallait croire que la vie, c'est la réussite scolaire. C'est d'abord cela, c'est aussi vivre en sachant que, effectivement, demain existe. C'est-à-dire faire l'économie de ce que, effectivement, on ne peut pas tout mettre dans tous les œufs dans le même plat. Il fallait savoir vraiment faire les choses avec le sens aigu de la réussite. C'est vraiment le mot qui revient, on me dit il faut réussir, et comme elle a fait pour réussir, et surtout la persévérance aussi, ça c'était ça. Il fallait savoir endurer. Une éducation stricte, certes, mais où l'humain a une place prépondérante. Tant chez ses aînés d'âge à Penja que ses copains de jeu, David a conservé l'image d'un garçon espiègle, très doué en football, mais très humain. Suffisamment baroudeur, fonceur, c'est-à-dire que déterminé. Lorsqu'il a un objectif à atteindre, lorsqu'il ne l'a pas atteint, il ne s'arrête pas. Je garde de lui le souvenir d'un très bon footballeur du pied gauche. D'ailleurs, il a marqué de son empreinte le village. Nous avons grandi à Peña. Nos familles étaient des familles voisines et j'allais souvent chez eux. Je restais avec la famille et la maman que j'aimais beaucoup. D'ailleurs, même en France, quand j'allais, même quand la maman était là, on restait toujours dans la même maison, tous les trois.
Et donc, malheureusement, la maman est partie. Mais bon, nous restons à deux. Il a des grandes sœurs, hein? Tchofa était un enfant doux, tranquille, obéissant. Il y avait deux garçons qui venaient chez Tchofa. Il y avait Essoté Laurent, Bassoté Camille. C'était les amis qui venaient ici parce que Tchofa était ici. Alors, ils ont donc grandi ici. Et Tchofa est devenu ainsi un de mes fils. Il n'est plus mon beau-fils, il est devenu un fils. Il est allé à l'école. Il n'a pas été très brillant ici, mais il s'efforçait, il se battait. C'est dans cette ambiance chaleureuse que le jeune David débute donc son parcours scolaire. D'abord à l'école primaire catholique du coin, où il acquiert les bases. Une fois son certificat d'études primaires élémentaires en poche, David poursuit ses études à Loum. À l'époque, les enfants de Penja qui réussissaient au CEPE devaient choisir entre le lycée de Kansamba et le CES de Loum pour le secondaire. Pour le fils de Bonblanc, ce sera donc Loum avec une contrainte. Il est obligé de vivre seul à 12 ans. Il faut toujours la volonté pour réussir. Quand David, je vais vous dire qu'il était à Loum, c'est pas évident. Hein? À l'époque, il n'y avait pas d'établissement secondaire à Penja. Donc nous tous, le minimum où on allait, c'était Loum. La maman veut réussir, elle fait du commerce, elle essaie de tout faire et où habiter, il n'y a pas vraiment de gens où on peut habiter puisque il y avait une première maison où on a essayé de me dire où je pouvais y être, où je pouvais être, en croyant que la proximité avec ces derniers pouvait passer, même si ce n'était pas des gens, comme on dit souvent en Afrique ou chez nous, qui étaient de chez moi. J'y suis, mais rapidement, on constate que voilà, c'est une maison polygame un peu, où il y avait, je crois, le monsieur avait 5 femmes, je ne vais pas le nommer en tant que tel, mais avec effectivement des enfants pleins. Et voilà, du coup, ça a créé, il y avait le problème des enfants. Et les enfants, donc la femme en question, bref, ça crée des litiges. Et donc finalement, on s'est dit, une fois, c'était je crois 3 mois après ou 4 mois, bon, moi venant de Douala, comme on disait seulement le Doualaman, qu'est-ce qu'il veut montrer? C'était un peu l'attitude qui était dans la maison. Bon, voilà, j'avais les belles tenues que j'ai toujours eues à mon enfance, hein, apparemment. Et c'était peu, ça a dû créer quelques petits frottements. Finalement, on a dit, je suis parti ce jour-là, quand je suis venu, j'ai trouvé, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, ben, bref, peut-être que les gens se reconnaîtront, hein, j'ai trouvé effectivement ma valise verte avec des microchrome, mes affaires quand je sortais de classe. J'étais stupéfait. Jeune que j'étais, j'ai pris le chemin directement, et là je parle de la 5e, hein, je me trompe, 6e encore même, je pense. J'ai donc pris du coup la route, je suis allé à la gare routière de Loum, j'ai pris le car, parce que la main était sur Douala, je suis remonté sur Douala. Après cet épisode anecdotique, David Tchofa poursuit son parcours scolaire et se déplace beaucoup. Arrivé en première, sa trop grande implication dans les activités extrascolaires, couplée à son initiation à la culture Sawa et son intégration au clan Adibombari, finissent par le distraire et l'éloignent des bonnes performances scolaires. De concert avec ses parents, il s'isole en Bouddha dans la région de l'Ouest, où il réussit au probatoire et au baccalauréat en une traite. Il passe ensuite une année à Libreville au Gabon pour les études universitaires. Sous les conseils avisés de Léopold Ondo, alors député questeur à l'Assemblée nationale du Gabon, il prend la résolution d'aller en France pour y étudier l'informatique. Pour venir donc en France, il a fallu revenir encore sur Douala et surtout avoir le canal d'un cousin, un cousin qui est donc en France ici, d'un cousin qui s'appelle Jacques Foutor. Il est décidé d'appeler à son âme. Et donc lui qui était venu en vacances à Douala à cette période. Et c'est ainsi qu'il nous dit qu'il a son petit frère qui s'appelle M. Lembéléon, qui est donc aussi ici en France, qui pourrait bien nous trouver une inscription en France. Il fallait donc que je voie avec les parents. Ce qui a été validé par ma soeur Jeannette et les parents. On a tous dit, ok, parfait,
À un moment, donc, on s'est dit, dans cette optique-là, il faut voir comment trouver le moyen. Et c'est ainsi qu'on a trouvé le canal. Ce canal-là nous a donc été servi sur un plateau. Non, je ne pouvais pas partir de l'île puisque je devais rentrer au Cameroun. Il fallait partir par la voie légale, comme on dit. Toutes les procédures validées, David Tchofa prend le vol pour Paris afin de poursuivre ses études. Avant son départ, il prend la peine avec la famille de prendre langue avec des connaissances et frères en France capables de l'héberger. Tout semble être parfaitement huilé pour qu'il ait un accueil chaleureux à sa descente d'avion. Sauf que tout s'écroule comme un château de cartes à son arrivée à Paris. J'arrive à l'aéroport, je ne vois personne. Je reste à l'aéroport, Charles de Gaulle, Étoile, de Paris. Je mets mes bagages là, mes sacs. Je m'assois dessus. Il y avait une cabine téléphonique. Je reste à côté. Tout le monde rentre, les gens passent, ils vont, ils viennent. Le monsieur de kiosque s'en va. Il dit, mais jeune homme, tu attends qu'il dit, j'attends les gens qui vont arriver, ils ne sont pas encore là. Tout le monde me regarde. Je passe une nuit. Personne ne vient. Une nuit? Oui. Deuxième, j'appelle celui qui... Les gens qui devaient censé me prendre, quand j'appelle, personne ne me prend. Et quand j'appelle, quand ils prennent, je dis oui, mais je suis loin. Un me dit, je suis même vers l'Italie là. Je dis, mais, oh grand, on t'a eu là. Hier, quand je prenais le truc, j'arrivais. Comment? Depuis, j'essaie d'appeler, la personne. Non, mais je te rappelle. J'appelle celui qui était censé être le numéro 1, parce qu'on avait prévu les backups, comme on dit souvent, c'est-à-dire des possibilités de. Voilà, si jamais un n'est pas à l'autre. Celui qui était censé me prendre directement. Donc je préférais, vous me comprenez bien, ne pas citer les contemporains parce que ça va être difficile pour eux, certainement, ou pour moi après. Mais non, lui, blackout total, il ne prend plus. Pourtant, il trouve dans son calepin un numéro de téléphone avec l'indicatif français. Dans un ultime effort, il compose ce numéro. S'engage alors un dialogue bien curieux à plus de 6000 km de Penja, son village natal. Je vois un bout de papier, plutôt, qui était un bout de papier où c'était écrit le nom d'un quelqu'un qui s'appelle Christophe Achobia. Je dis, mais Christophe Achobia, je dis, je ne vois pas trop. Non, c'était mes grands Christophe Achobia. Je dis, comme c'est Paris, j'appelle toujours. J'ai appelé comme ça. Je vois quelqu'un qui décroche. Je dis, mais bonjour monsieur, bonjour. Vous êtes qui? Il dit, mais vous êtes qui? Je dis, mais moi c'est David Tchofa. Il dit, ben oui, ben vous cherchez qui? Je dis, mais c'est vous, grand Christophe Achobia? Il dit, mais oui, c'est pourquoi? Donc je lui dis, ben oui, parce que, excusez-moi, c'est que vous êtes qui alors? C'est moi qui lui demande encore, vous êtes qui? Et il me dit, mais c'est pas possible. Mais attendez, monsieur, mais c'est vous qui m'appelez, vous me demandez je suis qui? Je dis, non, par rapport à comment je vous connais ou comment. Il dit, mais vous habitez où? Vous habitez où à Paris? Je dis, non, je suis à l'aéroport. Après 2 nuits à l'aéroport sans solution, David est désespéré. Je vais vous laisser si vous ne savez pas de quoi il s'agit. Je dis, non, excusez-moi, je suis calé à l'aéroport. Je suis calé depuis là que je suis venu. Depuis quelques jours, je suis bloqué ici. Je suis là, il n'y a personne qui vient me chercher. Il dit, mais vous êtes qui? Je dis, Tchofa. Il dit, non, je ne me dis rien, moi. Je dis, ben, vous avez quelqu'un au Cameroun que vous connaissez? Parce que moi, je viens du Cameroun. Il dit, moi, je suis Camerounais, mais je ne vous connais pas. Il raccroche. Je le compose. C'est ce qu'il prend encore. Il me dit, mais attendez, monsieur, regardez l'heure. Moi, je vais chez moi, j'ai terminé mon travail, il était presque 20h, voilà, déjà 21h. C'est alors qu'il me dit, mais attendez, mais quel est votre problème? Je dis, mais non, je suis venu, je viens du Cameroun, je suis calé à l'aéroport. Il dit, mais si vous êtes calé, mais vous n'avez pas appelé quelqu'un qui vient me chercher, vous venez du Cameroun, vous faites quoi? Il dit, je suis étudiant et tout. Il dit, mais non, je ne peux pas vous chercher comme ça. Il dit, mais vous avez quelqu'un au Cameroun, quelle est votre famille au Cameroun? C'est alors qu'il m'indique qu'il a un monsieur, un petit frère qui s'appelle Ara, qui est là-bas en m'indiquant. Je dis, Ara? Il dit, oui. Je dis, mais oui, il travaille à la passionné. Et c'est vous le grand là qui était arrivé au Cameroun à un moment donné, et vous portiez la jupe comme ça, vous étiez un peu. Vous avez dit que vous étiez star. Il dit, oh, ce monsieur, c'est une jupe écossaise. Hein. Tu dis que je dis oui. Attendez, il dit, mais oui, donc tu me connais comment? Je dis, non, Ara,
Si c'est Aras qui travaille à poissonner, rappelez-vous bien, quand vous êtes venu avant de partir, je vous avais coupé des poissons. On a scié des poissons pour vous. J'avais demandé aux gars qui travaillent à poissonner, ils ont scié des poissons. Et tout, ils ont donné un bon stade de poisson. Il dit, ah oui, c'est le petit là, mais qu'est-ce que tu fous là? Tu fais quoi ici? Je dis, non, je suis à l'aéroport, je suis venu, personne n'est venu grand. Il me dit, qui n'est pas venu? Comme ça, je l'appelle, mais si tu je lui donne donc les noms. Il dit, mais, ah bon, attends, je l'appelle tout de suite. Comment ils ne sont pas venus? Il appelle, il a un des intéressés, le principal, le numéro 1 qui vient me chercher, qui lui dit, non, moi, voilà, je ne pourrais pas vraiment. Non, moi, de toute façon, ma femme ne permettra pas que je vienne être là. Donc. Les tentatives de Christophe Achobia sont infructueuses. Les cousins de David n'ont pas l'intention de venir le chercher à l'aéroport, encore moins de l'héberger. Face aux supplications du jeune étudiant, Christophe accepte de venir le prendre à l'aéroport et l'héberge pour quelques semaines. Grâce à ce dernier, David obtient sa carte de séjour, un document qui lui permet ensuite de décrocher un petit job d'étudiant. Après une ultime tentative de conciliation avec un de ses cousins, il est contraint de quitter le canapé de Christophe Achobia pour se trouver un logement. Avec son premier salaire, il se loue une chambre dans un campement universitaire à Montreuil. Il se concentre désormais sur ses études et boucle sa première année avec brio, s'ouvrant les portes de l'université de Paris 8. Je termine donc là, cette première année, je dirais brillamment, à IFA, avec le concours de M. Amaran, qui est quelqu'un que je ne peux pas oublier. C'est lui donc qui dit, tiens, ok, là, ici, il faut payer. Donc, il y a l'université qu'on ne payera pas. Et là, il vaut mieux plutôt aller vers l'université. Comment y aller donc à ce stade-là? Il fallait donc qu'il voie. Et c'est ainsi qu'il m'a donc permis de faire surtout le grand pas qui était le grand saut. Parce que là, pendant la Paris, il fallait donc à ce moment-là qu'il y avait une possibilité de faire. Donc, il y avait un petit concours donc il fallait faire pour les connaissances, pour avoir de connaissances. Donc, voilà comment cet examen a été. J'ai pu passer cet examen qui m'a permis d'accéder à Paris 8 Saint-Denis. En année de licence, David Tchofa voit sa situation évoluer de façon spectaculaire. Le jeune étudiant se voit confier par un concours de circonstances la gestion de la boîte dans laquelle il travaillait, avec en prime un statut de chef d'entreprise accompli en France. De simple étudiant, il est donc désormais patron avec tous les avantages du poste. Le responsable du magasin, donc M. Régis Quentin des Intermarchés, voilà, de la série ENA, qui m'appelle un jour, quand je viens travailler, il me dit, viens à mon bureau, David. Je viens le suivre, il me dit, vous n'êtes pas payé, depuis quelque temps, on n'a pas votre salaire. Je dis, ah non, moi, j'ai peur, parce que si mon patron donc, direct, c'est que j'ai signalé que je n'étais pas payé, mais, naturellement, il pourra me dire de partir, je paierai mon boulot. Or, je sais qu'il faut que je paye mon loyer, il faut que je vive. Donc, directement me dit, ok, c'est pas une question, au moins les autres m'ont dit qu'ils ne sont pas payés, Placide, entre autres. Donc, désormais, c'est toi qui seras le patron de cette boîte. Je dis, comment ça? Je suis étudiant, monsieur. Je dis, moi, je suis venu pour les études. Je ne suis pas venu pour faire quelque chose d'autre, non, je suis là pour étudier. Il me dit, oui, je sais. Mais nous allons devoir monter tous les dossiers pour vous. Nous allons monter vos dossiers, on fera tout pour la préfecture et on va tout faire pour que vous ayez la chambre de commerce. Et on va vous créer une boîte. Je dis, ah bon, une entreprise? Mais mes études, il me dit, oui, on va le faire parallèlement. Ceux qui sont là vont continuer à travailler, vos collègues continueront à travailler avec vous. Mais vous pouvez, quand vous serez responsable, vous allez souvent, même les autres magasins qui appartiennent au même groupe qui s'appelle le groupe Magnan. Donc, tous ces magasins-là, vous allez reprendre tout le personnel de votre ex-responsable, ex-patron. Et comme ça, tous seront vos employés et je vais vous aider à gérer ça. Pour autant, il n'abandonne pas son deuxième emploi de réceptionniste à l'hôtel Mollet, toujours à Paris. L'étudiant chef d'entreprise réussit à s'organiser pour gérer cette triple vie tout en maintenant un niveau de résultat élevé à l'école.
La réussite est un devoir et les leçons apprises à Penja de sa maman continuent de le porter. Cette sérénité même qui m'habitait, j'ai employé plutôt ce mot qu'un autre, venait du fait que je savais peut-être d'où je venais. Et j'avais été un peu éduqué comme ça, c'est-à-dire celui-là qui devait savoir qu'il faut travailler pour gagner comme maman faisait et tous les autres parents faisaient. Et surtout, j'avais cette paix du cœur qui faisait que je n'en voulais à personne, heureusement. Par ailleurs, ce que je peux donner comme conseil peut-être aux uns aux autres aussi, c'est surtout ne jamais se dire « il va voir, elle va voir ce qu'elle m'a fait, je vais rendre ». Alors vous allez passer tout votre temps à ne penser que stratégie de guerre. Guerre et non stratégie de réussite. C'est ainsi que je vais dans ma maîtrise, et en maîtrise bien sûr je pilote les deux, hein. J'ai cette entreprise désormais en maîtrise, mais je ne laisse pas le côté où le soir je dois aller quand même toujours continuer à faire ce boulot à côté, ce travail de standardiste, puisque ça ne me gênait pas. La vie de tout un chacun est tracée, on ne force pas le destin. Tu dis que tu seras président, tu le seras. 2 ans plus tard, David Tchofa décroche sa maîtrise. C'est d'ores et déjà un gros accomplissement pour le fils de Bonblanc et la poissonnière de Penja, qui peut désormais travailler comme ingénieur dans n'importe quelle grande boîte en France ou dans le monde. Pourtant, il a un rêve secret. Je fais donc cette maîtrise sur la sécurité informatique et après cette maîtrise, donc c'était Internet, le protocole nouvelle génération. C'était vraiment assez autour de l'IPv6. Voilà, comment passer d'IPv4 à IPv6, c'était ça la clé de voûte de cette... Et que j'ai fait d'ailleurs au département informatique de Paris 8. Et j'étais au bâtiment G, qui est dans le bâtiment administratif. Je travaillais où j'ai eu le mérite de faire mon stage pour cette... et mon accompagnement à l'écriture du mémoire de cette maîtrise par M. Eric Rakotozoa, qui est le responsable informatique du bâtiment G, donc de l'Université Paris 8. Hein. Là, cette année, où nous passons, nous sommes 2. Donc, et moi, je suis donc sélectionné, effectivement, je suis sélectionné à la fin par dossier pour passer donc en thèse de doctorat en informatique. Et j'ai le privilège de voir Madame Signorini, donc, qui est le professeur Jacqueline Signorini, qui donc s'allie avec M. Jean-François Règlement, qui est professeur, Jean-François Règlement bien sûr, et ils se disent, tiens, on a sélectionné les deux, Norbert et David. Et donc moi, David Tchofa, donc, directement, je me retrouve inscrit en thèse, alors que plusieurs terminaient, 5e année, et il fallait aller travailler comme ingénieur. Il y a des moments de galère dans la vie, il y a des moments de misère dans la vie. C'est décidé. Il s'inscrit en thèse. Une inscription qui arrive alors que s'ouvrent à lui les portes d'une brillante carrière à Renault SA, qu'il a rejoint après sa maîtrise. À moyen terme, donc je crois 2e année, du coup, j'ai Didier Marmillon, Fabrice Lefebvre, pour ne pas les nommer, qui sont les responsables journaux, qui proposent effectivement, de par ma conduite toujours, cette posture que j'avais, ce savoir-être, il me propose effectivement, finalement, qu'on pourrait bien éventuellement, déjà pour le temps plein d'entrée là, c'était pas GFI informatique que j'ai eu ce temps plein d'abord, hein, en premier temps. Et donc quand j'y suis, directement, ces responsables me proposent donc de continuer avec eux. Et ils disent, s'il faut que je puisse travailler donc pour cette thématique pure et pour que ce soit pour nous-mêmes, pour cette thèse, il faudrait donc que ma thèse, qu'on puisse changer de titre en fait, qui est axé autour des problématiques axées autour des dysfonctionnements informatiques. Donc ils me disent, travaille pour la production Renault. Qu'est-ce qui peut être rentable pour Renault? Conçoit-nous un sujet. Donc ils me proposent un sujet, c'est résolution des problèmes complexes dans un environnement critique de point Renault. Et là, on me dit, réfléchis sur ce projet et apporte-nous une réponse. Je décline la résolution de ces problèmes complexes dans un environnement critique. Je me dis comment l'aborder. Donc je montre que pour l'aborder, il faut la passer par l'intégration des processus Renault qui sont transversaux à tous les processus à l'intérieur d'une même base pour y arriver. Donc voilà comment j'intègre donc la plupart de tous les process Renault, les licences que Renault avait, je leur permets donc à dire je peux l'intégrer dans une seule base et ça réduirait les coûts. Économiquement, j'ai montré qu'on va gagner pour l'argent, on va gagner pour la qualité du service et effectivement dans les délais de résolution des problèmes complexes. Voilà comment ce projet est accepté. Et donc cette thèse, donc, finalement ma thèse a donc été modifiée, le titre, et le professeur Jean-François Règlement, mon directeur de thèse, donc dit ok,
parfait, je vote pour cela. Quand on m'annonce donc, tiens, David, désormais tu es là, je change, je prends cette thèse. Et je travaille là-dessus. Voilà comment je fais dans ce parcours interne chez Renault. Je suis donc là, salarié, donc directement. Et je travaille chez Renault, à la production informatique. Je suis ingénieur prod. J'ai fini par soutenir dans ma thèse, effectivement, en 2006. Je soutiens ma thèse avec brio. Et peu de gens faisaient aller jusqu'en thèse à ce moment-là en informatique, il faut le dire. Et quand donc je l'achève, qu'est-ce que je fais à ce moment? Le professeur en conseil de règlement, donc, mon directeur de thèse, bien sûr, me permet, avec d'autres profs comme le professeur Ali Chérif, il faut bien le nommer parfois, ils me disent, bon, mais là, il te faudra commencer à donner des cours quand même, ici chez nous aussi à Paris 8, avec le retour d'expérience que tu as déjà du terrain, ce serait très bienvenu. C'est ainsi que je commence donc à donner des cours à Paris 8, à l'université Paris 8, qui est mon université d'origine, où j'ai fait, je rappelle, de la première année d'université, DEUC, licence, master, tout ça, bref, j'ai fait toutes ces arts, maîtrise et autres, je l'ai fait dans le même, donc je suis resté traçable. Donc je reviens donc là-bas pour donner dans des cours en master 2 de management des projets. Après la nuit, le jour vient, mon heure a sonné. Le jour s'est levé, mon heure a sonné. Son doctorat en poche, David Tchofa doit faire face à un dilemme cornélien. Poursuivre sa carrière comme ingénieur au sein de Renault ou alors se lancer dans une carrière d'universitaire. L'appel de l'amphithéâtre est plus fort et l'emporte. Il se laisse convaincre par ses pairs de rejoindre le campus comme enseignant-chercheur. Reste désormais à faire la transition. Tchofa, je l'ai connu il y a quelques années, c'était son directeur de thèse qui m'avait contacté, Jean-François de Grément, pour me dire voilà, donc comme quoi il venait à l'époque de soutenir sa thèse, pour dire voilà, donc est-ce que vous pouvez travailler avec lui par rapport à la recherche, pour travailler dans le domaine de la recherche avec nous. C'est plutôt quelqu'un qui avait donc une expérience dans le domaine de l'industrie, et donc il faudrait, je dirais entre guillemets, convertir pour en faire de lui un chercheur ou un enseignant-chercheur. On s'est connus, ça fait, je pense, plus de 15 ans maintenant. C'était à l'époque où j'étais chef de département, du département gestion administrative et commerciale des organisations, où on s'était vu rencontrer à ce moment quand il travaillait encore chez Renault à l'époque, avant d'être professeur, il était dans l'industrie. Et à ce moment-là, il était intervenu dans le cadre des formations de DUT, gestion administrative, sur de mémoire des bases de données et de la gestion de projet. Puis après, il était déjà docteur à l'époque, hein. Et après, effectivement, il a intégré le laboratoire de recherche qui est ici à l'IUT de Montreuil. Et c'est ainsi qu'on a été amené à se fréquenter de manière un peu plus régulière, on va dire. Je trouve que c'était quelqu'un qui est très agréable, très sympathique, donc c'est facile, bon, on échange souvent ensemble, avec qui on peut échanger facilement. Donc d'un point de vue humain, c'est quelqu'un qui est très humaniste. En mars 2001, il est officiellement professeur des universités en France. L'accomplissement et l'aboutissement d'un travail de longue haleine et d'une détermination sans faille. La résilience est le maître mot. Un autre mot qui va vous paraître habituel, c'est la patience. C'est la clé de voûte de tout. Savoir ce que vous voulez, certes, ça se nourrit avec le temps parce qu'il y a toujours step by step, on vise quelque chose. Dès qu'on l'atteint, on l'améliore. C'est peut-être ce qui a fait ma fibre de chercheur, entre autres. Parce que le chercheur, c'est aussi cela. C'est, je veux implémenter telle chose parce que j'ai envie d'atteindre tel objectif. Dès que je l'atteins, je publie. Je vérifie les bases de données existantes. J'essaie de me rassurer que d'autres ont travaillé autour ou ont pu faire ça. Et dès que je peux réaliser que je fais après l'état des lieux, je récolte l'existant, je l'améliore. Donc ma vie a toujours été un peu ça. Essayer d'atteindre un objectif, après l'améliorer. Et je pense que c'est ce qui fait que même après que j'ai pu passer mon HDR, donc l'habilitation de recherche en 2019, je me suis dit, mais est-ce que là, c'est bon, je suis directeur de recherche. Si j'avais au CNRS, je peux être directeur de recherche au CNRS, je peux être directeur de recherche planning, je peux être ceci, mais est-ce que ça suffit? Je me suis dit, en travaillant encore, j'ai plutôt dit, et même j'avais aussi des bons conseils autour, hein, ça il faut le dire, j'ai compris que, ben, attends, je vois encore qu'il existe quelque chose là. Il y a un palier, tu es directeur de recherche, c'est bien, tu peux diriger les thèses, tu peux faire ci, mais il y a encore un palier professeur des universités. J'ai donc cherché encore à comprendre auprès de mes pairs
professeur Diaraman, comment on peut faire? Quand on rencontre quelqu'un la première fois, c'est l'aspect extérieur. Mais après, ce n'est pas une condition déterminante, c'est la première approche. Mais après, ce qui nous arrive, c'est les discussions qu'on a pu avoir sur, sur ce qui nous est commun, sur le monde, sur la perception qu'on avait des choses. Et on a discuté de plein de choses en réalité. Hein. C'est-à-dire que de fait, on arrive à un moment sur des sujets très sérieux, mais en même temps, on a discuté de choses très différentes, très variables. Et si vous voulez, quand vous arrivez à avoir des convergences sur des sujets qui ne sont pas que des sujets métiers, c'est ça aussi l'intérêt de la chose. Hein. Si maintenant, grâce à Dieu, je suis sur pied, c'est en grande partie grâce à ma mère. Outre sa carrière universitaire, le professeur David Tchofa, qui a entre-temps confié la gestion de sa boîte de sécurité à un compatriote, est également très engagé dans l'entrepreneuriat. L'entreprise Business Intellect SAS, qu'il a fondée en 2019 avec un collègue et ami, poursuit aujourd'hui son expansion. On a déjà eu à implémenter en 2017 une entreprise qui s'appelait Gestrico, qui a vraiment fait son chemin, mais donc cette entreprise a... Après on a atteint notre plafond de verre, on n'a pas pu l'implémenter autrement parce que le temps qu'on y a attribué a été moindre. Alors maintenant, est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose d'autre et de différent? C'est ainsi qu'on a pu réfléchir, on a pris du temps à réfléchir autour de la mouture qu'on pouvait donner, et c'est comme ça que en 2020, avec l'ère Covid étant, il fallait qu'on utilise ce que nous appelons souvent le mindset, donc réfléchir autrement, changement de façon, d'idée, le cerveau a un peu bougé. On s'est dit, bon, maintenant, il faut peut-être qu'on ajoute d'autres modules sur ce socle, sur ce qu'on a implémenté là, cette plateforme, pour que ce soit différent de l'existant. C'est ainsi qu'une idée a germé lors d'un conseil d'administration avec un de nos partenaires, effectivement, qu'il faut souligner, qui s'appelle SMBO, et donc cette holding canadienne de près de 800 salariés actuellement, a donc s'est dit, voilà un peu les idées que je peux vous apporter. Business Intellect, cette entreprise, donc cabinet de conseil de recrutement, est implantée à Paris. Désormais, il pense à investir en Afrique avec comme point d'ancrage sa terre natale, le Cameroun. Nous sommes en forte implantation en Afrique parce que nous pensons que c'est effectivement le monde de l'avenir est par là, et c'est ainsi que nous répondons effectivement à tous les curseurs qui sont mis en place. Nous voyons bien que, par exemple, si on choisit un pays, je dirais par hasard, suivez mon regard, le Cameroun, par exemple, puisqu'il faut parler de ce qu'on peut connaître. Nous voyons qu'il y a le plan, les différents plans qui sont lancés actuellement avec des plans, je crois que c'est du DS30, je crois. SND30, voilà, merci, qui est lancé. Et donc, on a eu le privilège de recevoir récemment ici le ministre des PME, M. Bassilikin Achille, qui est passé, qui est d'ailleurs, m'a reçu, et avec qui on a discuté, amplement, avec son conseiller technique. Et donc, le Cameroun, c'est clair, je contribue, je l'ai dit tout à l'heure, des séminaires que j'organise ou que je participe à organiser, même avec le club Efficience, qui est le club des élites intellectuelles noires de France, dont je suis membre, bien sûr. Et j'œuvre auprès du docteur Eddie Kamge, qui est le président du club Efficience, effectivement, et tant d'autres membres du club Efficience qui sont très actifs. Et nous œuvrons vraiment pour cette diaspora dynamique, pour pouvoir conscientiser les gens. Et je pense que côté Cameroun, c'est tout mon effort conjugué. Je l'ai même fait savoir déjà aux autorités camerounaises en place. Comme l'a dit l'ambassadeur, c'est la maison commune, l'ambassade ici. Donc on s'y rend tout le temps et on essaye d'œuvrer auprès d'eux et de la conseillère économique et même culturelle aussi. Nous travaillons comme média culturel et économique. Nous travaillons avec toutes ces personnes pour pouvoir arriver. Un retour espéré au vu du bagage de ce fils de Penja et de l'apport qu'il peut avoir pour le développement du pays. Je suis fière de ce qu'il est devenu. Je ne vais pas dire grâce à moi, mais quand il venait ici, ce soir-là au bureau, il me parlait plein de choses. De toutes les choses qu'il aimerait bien faire. Je lui ai dit, écoute-moi bien. Toutes les personnes qui vont passer ici vont t'apporter quelque chose de gigantesque.
de merveilleux. Écoute les gens que tu vas aider et qui vont t'apporter beaucoup de choses et beaucoup de paix pour toi-même à l'intérieur de toi. Et aujourd'hui, 20 ans après, c'est ce qui se passe. C'est un peu dommage de restreindre généralement les hommes uniquement à la dimension un peu footballistique ou artistique, alors que donc, on a quand même besoin des gens intellectuels qui sont plus dans le profil de M. Tchoufa. Donc ça, c'est clair. Et c'est vrai qu'il faut peut-être les accueillir, mais aussi ça peut être aussi peut-être un modèle, un exemple pour les jeunes africains. Ça, c'est très important. Même si c'est un parcours un peu long par rapport, donc en apparence par rapport à un parcours de footballeur. Mais bon, c'est quand même, il faut quand même beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts pour arriver à ce niveau-là. Tchoufa, mon cher petit frère, je t'aime beaucoup. Et je sais que, comme pour les amoureux, il n'y a que la mort qui devra nous séparer. C'est un homme avec beaucoup d'empathie, beaucoup d'appréciation. Il a beaucoup à donner. Et il aura beaucoup encore à donner à toutes les personnes qu'il va croiser. C'est quelqu'un de fidèle, de bons conseils, mais aussi quelqu'un, je dirais, de modeste malgré son cursus. Si aujourd'hui je ne suis pas en vie, Tchoufa doit être là, comme parmi mes enfants. Pour me mettre dans la terre, il faut qu'il soit là. Donc, je lui réserve une estime beaucoup. Parce que dans sa vie, je le corrige moins. Parce qu'il s'efforce de faire ce que je lui conseille de faire. S'il est aujourd'hui un grand professeur, c'est parce qu'il est endurant. David, n'oublie pas d'où on vient. N'oublions pas notre village. Commençons à penser le retour au village. Et sur ce, je compte sur toi, sur les relations multiples que tu as, pour qu'ensemble, nous donnons une nouvelle impulsion à notre village, le village qui nous a vu naître. La perfection a beau ne pas être de ce monde, l'excellence, quant à elle, est parfaitement atteignable. Il suffit pour cela d'avoir de l'ambition et de connaître quels sont les leviers sur lesquels s'appuyer. Grâce à ses conseils et astuces, chaque mois, Roland Kouemen nous permet d'évoluer pas à pas vers cette excellence tant recherchée. Et ce soir, il nous dit comment passer de la performance à l'excellence. Coaching. Chers leaders, salut! Je suis Roland Kouemen, coach et formateur en leadership, fondateur du cabinet Go Ahead Africa Limited. Bienvenue à la rubrique Coaching, notre thème du jour. Comment passer de la performance à l'excellence? Les 10 règles d'or. C'est quoi la performance? La performance, c'est un espoir. C'est un résultat, une réussite remarquable, obtenu dans un domaine particulier par soit une personne, une équipe ou une organisation. La deuxième notion qui va meubler notre conversation d'aujourd'hui, c'est l'excellence. Alors l'excellence peut être définie comme le degré éminent de qualité, de valeur de quelqu'un, de quelque chose dans son genre. Vous me posez la question, quelles sont les stratégies à adopter afin de passer de cette performance à l'excellence? De la performance à l'excellence, je voudrais partager avec vous les 10 règles d'or. En un, il est important, en tant que leader manager, d'évaluer et surtout d'accompagner son équipe. En deux, il faut instaurer le dialogue, donc l'ambiance. Lorsque l'ambiance est favorable, lorsque l'ambiance est positive, vous marquez déjà un point significatif. En trois, il serait important chaque fois dans cet écosystème de beaucoup plus suggérer vos idées au lieu d'imposer vos idées. En quatre,
vous devez rendre les objectifs beaucoup plus attrayants. Trouvez le moyen de le rendre, comme on le dit, sexy. En 5, soyez clair et concis lors de la mise en œuvre de ces objectifs. Je conseille souvent aux dirigeants de ne pas avoir beaucoup d'objectifs, maximum 3. Et en 6, soyez exemplaire. Donc, faites ce que vous dites et dites ce que vous faites. C'est la clé d'ailleurs de cette performance à l'excellence, l'exemplarité du leader. En 7, il est important d'assumer vos erreurs. Dans mon premier livre, The Impact of One, je parle du syndrome ABC. Il est important de cesser d'accuser, de blâmer et surtout de se complaindre lorsque nous n'avons pas réussi à atteindre nos objectifs professionnels ou personnels. En 8, il est important de prendre du recul, en réalité de prendre la hauteur. Ne jamais s'exprimer quand on est fâché ou alors quand on est très content, parce qu'on va regretter ce qu'on dira quand on est fâché et on risque de faire des promesses qu'on aura du mal à tenir quand on est content. Et en 9, il faut déléguer et responsabiliser. Mais il y a un principe en matière de délégation. Vous pouvez tout déléguer sauf votre responsabilité. Et en 10, il faut célébrer les réussites. Voir les petites réussites. Chez Leader, nous sommes arrivés au thème de notre session d'aujourd'hui. Je voudrais partager avec vous ce proverbe africain qui matérialise le cheminement que nous avons eu depuis cette session. Lorsqu'on va à la chasse au lion, on convie uniquement les vrais hommes avec grand H. À titre de rappel, les leaders d'impact sont des apprenants. S'ils cessent d'apprendre, ils cessent de performer. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de progrès sans performance. Madame, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition du magazine Carrière. Nous espérons, à travers les éléments que nous vous avons proposés ce soir, avoir éveillé en vous la soif et le désir inextinguible de réussite. Merci à notre équipe technique, conduite encore sur ce plateau par notre réalisateur Alain Gobert-Kwam et Patrick Kamdem à la caméra. Prenons rendez-vous dans un mois sur votre petit écran avec le même plaisir. Bonsoir. Ce programme vous a été offert par Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Je suis Afrique, terre de tous les hommes. Je suis toi, moi, lui, l'autre, fier d'entreprendre, de réunir, de réussir. Je suis Afrique. Mélange de vie, de langue, de couleurs, de parfums, de goût fort. Je suis libre, créatrice inspirée, sensuelle et vibrante. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castel Beer, le goût de la réussite. Afrique.